on m'a demandé de parler des méchants de l'affaire Dreyfus, les anti-Dreyfusards et les anti-Dreyfusismes, car vous allez le voir, le pluriel s'impose absolument dans ce cas. Bien, d'abord un constat que je crois personne ne conteste. En 1894, tous les Français sont convaincus de la culpabilité du capitaine Dreyfus, à part quelques exceptions, sa famille et ses proches, bien sûr. Et cette situation va durer jusqu'à l'automne 97. Donc, admettons, bien qu'on n'a pas de preuves, il n'y a pas de sondage d'opinion à l'époque, admettons que les Français sont majoritairement, massivement anti-Dreyfusards, au moins jusqu'aux aveux du colonel Henry, et qu'il le reste de façon plus modérée, mais encore jusqu'au procès de Rennes. Alors, une fois de plus, la mémoire et l'histoire divergent. Quand on prononce aujourd'hui le mot anti-Dreyfusard, on pense à quoi? On pense à un esprit obtus et méchant, qui s'acharne contre un innocent au nom de passions basses, l'antisémitisme, le militarisme, la haine de la République, etc. Or, en dépit des idées reçues, l'immense majorité des anti-Dreyfusards n'étaient ni nationalistes, ni antisémites, ni forcément hostiles à la République et aux droits de l'homme, mais simplement et sincèrement convaincus de la culpabilité du condamné. Et une fois de plus, ce sont les plus bruyants qui ont retenu l'attention sans être forcément les plus représentatifs. Et en quelque sorte, l'arbre des activistes nous cache la forêt des divers anti-Dreyfusismes. Alors comment présenter ce qui est une véritable cohue à tous les points de vue? Je me méfie par goût de toutes les typologies. Elles sont nécessaires, mais elles sont par nature incomplètes et réductrices. En outre, le mot d'anti-Dreyfusard va évoluer. Tout au long de l'affaire, il va changer, il va perdre des effectifs. Et le même mot, anti-Dreyfusard, ne signifie pas la même chose en septembre 97, quand l'affaire commence, ou bien un an plus tard, au lendemain des aveux d'Henry. Donc il faut croiser plusieurs critères et étudier pourquoi on est anti-Dreyfusard, mais aussi comment et jusqu'à quel point et comment se manifeste cette opinion. Alors, voyons d'abord donc les motivations de l'anti-Dreyfusisme. Et bien sûr, vous ne serez pas surpris que la première, la plus évidente, c'est le conformisme. On est anti-Dreyfusard souvent parce que tout le monde l'est autour de soi. Et, par exemple, la comtesse de Pange l'a bien noté à propos de son propre père, le duc de Broglie, en écrivant « Le député catholique et conservateur de l'arrondissement de Château-Gontier ne pouvait qu'être anti-Dreyfusard ». De même, Simone de Beauvoir présente son père, qui était pourtant un esprit un peu indépendant dans son milieu bourgeois, comme un anti-Dreyfusard sans état d'âme, convaincu sincèrement de la culpabilité du condamné. On pourrait multiplier les exemples. Alors ce conformisme s'appuie sur des valeurs qui sont souvent respectables. La première, c'est le patriotisme. Le patriotisme peut être bien sûr mal compris. Il peut dégénérer en xénophobie ou en un culte aveugle pour l'armée. Un exemple qui, à mon avis, se passe de commentaire, c'est cette simple phrase du Petit Journal, le 17 septembre 1998, « L'armée a toujours raison ». Dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a rien à ajouter. Il est évident que beaucoup de nos Dreyfusards ne partagent pas un tel excès. Autre sentiment honorable, le civisme, la confiance dans les pouvoirs publics. Quand les Dreyfusards disent que des faux ont été élaborés à l'état-major, eh bien, ils se heurtent fort illogiquement à un grand scepticisme. Henri Brisson, le président du Conseil, qui va lancer la procédure de révision, dans ses souvenirs, le reconnaîtra, je le cite, « Je ne pouvais croire, il n'entrait pas dans mon esprit que l'on pût fabriquer des faux au ministère de la Guerre. » Et dans le doute, comment hésiter entre la parole de 5 ministres de la Guerre, honorablement connus, et celle d'une poignée d'individus, dont certains extrêmement douteux, beaucoup sortant passablement mal en point du scandale de Panama. Comment hésiter entre les affirmations des professionnels qui ont vu le dossier et celles des amateurs qui n'ont rien vu du tout? Joue aussi le légalisme et le respect de la chose jugée. Il existe une procédure de révision, fixée par la loi. Les Dreyfusards n'ont qu'à y recourir, pense l'homme de la rue. Or, ils ne le font pas, preuve que leur dossier ne tient pas beaucoup la route. Et cela permet de se barricader dans un juridisme, en fait, très hypocrite. Jules Méline, qui sans doute au fond lui-même n'a pas beaucoup d'illusions sur la régularité du procès 94, Jules Méline n'en démord pas, tant qu'une demande de révision
dans les formes n'a pas été déposé, il n'a pas à intervenir en tant que chef du gouvernement. Et de même, Félix Faure, qui, à la fin de sa vie, va admettre la révision, Félix Faure le déclare en février 1998 au prince de Monaco, qui est venu plaider la cause de Dreyfus. Il lui dit, et je le cite, il a noté lui-même cette phrase dans son propre journal, « Les lois ont prévu des cas de révision et d'annulation, que ceux qui prétendent pouvoir prouver qu'il y a eu erreur judiciaire se conforment aux lois. C'est le devoir strict, et je condamne comme criminel vis-à-vis du pays toute tentative faite révolutionnairement, ainsi qu'on le fait en ce moment, pour jeter sans preuve une suspicion sur la justice française. » Alors nous savons bien sûr que la voie légale de révision n'a pas la moindre chance d'aboutir tant que le pouvoir fait la sourde oreille, et c'est ce qu'il fait. Mais le public de l'époque n'y voit pas malice, et il est fondé à conclure que les Dreyfusards n'ont aucune preuve valable, ils n'ont qu'un dossier vide. Joue aussi dans le grand public l'ignorance du monde de l'espionnage. Alors nous sommes un peu plus avancés que nos grands-parents en ce domaine. Toute une littérature de qualité inégale nous a enseigné ce qu'est l'espionnage, ou en tout cas l'idée qu'on peut en avoir. À l'époque, les Français pensent que l'espionnage devrait être une activité déloyale. Un soldat, un officier ne s'abaisse pas à ce vol de correspondance, à ces écoutes, à ces choses un peu sales. Et le grand public fantasme cette activité de manière très mélodramatique. Il est question de traîtres grandioses, de femmes fatales, de coups de théâtre, de secrets décisifs. L'état-major ne le sait. Et il va spéculer sur cette ignorance de deux façons. D'abord, en répandant la rumeur que les secrets livrés ont une importance considérable et ne peuvent donc avoir pour origine qu'un traître bien placé, haut placé, et non pas Esterhazy. C'est un petit officier de province qui n'a accès, bien sûr, à aucune information confidentielle. Et puis, deuxièmement, en appuyant sur un ressort extrêmement fort dans la France de l'époque, la crainte de la guerre. Contrairement à une tradition que rien ne justifie, les Français ne sont pas revanchards du tout, ils ont peur de la guerre et ils veulent la paix. Il est impossible, insinue-t-on, de révéler l'origine de certains dossiers, de certaines pièces, sans exposer le pays à un conflit armé. Tout le monde sait d'où viennent les pièces, de l'ambassade d'Allemagne, mais on ne peut pas l'avouer officiellement. Dès lors, le silence et la seule attitude patriotique. Et les Dreyfusards sont au mieux des irresponsables, prêts à sacrifier leur pays à leurs idées, ou bien, au pire, des antipatriotes. Autre considération qui a eu une grande influence, dans les rangs des Dreyfusards, deux groupes posent problème et vont lui aliéner diverses sympathies. D'abord, les anarchistes. Épouvantail facile à agiter, surtout après la crise anarchiste du début de la décennie 1890. Et puis deuxièmement, j'y ai fait allusion, tous les hommes politiques impliqués ou compromis dans le scandale de Panama, Rouvier, Thévenet, Clémenceau aussi d'ailleurs. Or, les premiers Dreyfusards sont trop peu nombreux pour refuser du monde, mais certains recrutements vont fournir, il faut bien le dire, des arguments faciles à leurs adversaires et permettent surtout à la légende du syndicat de prospérer dans un pays où la vénalité de la presse est une réalité et où la vénalité de certains élus vient d'être prouvée par le scandale de Panama. Alors ce sont des raisons qui sont une logique, une rationalité. Venons-en maintenant à des mobiles plus politiques ou personnels. Alors les raisons idéologiques peuvent avoir deux effets. Elles peuvent pousser à s'abstenir sans gloire, c'est le cas des guédistes ou de certains anarchistes. Dreyfus est un bourgeois et un officier. Ce n'est pas, comme le dit l'un d'entre eux, notre client de classe, donc qu'il se débrouille. Ou cela peut pousser à combattre la révision. Alors, quels sont les griefs que l'on fait dans cette pensée plus politicienne? D'abord, le régime est incapable de défendre l'armée. Et l'argument est repris jusqu'à la nausée par deux groupes. La droite conservatrice, bien qu'on trouve beaucoup de Dreyfusards dans ses rangs, et puis le nationalisme. À cet argument, d'ailleurs, ces derniers, les nationalistes, joignent le souvenir encore assez frais de leur défaite humiliante de l'époque boulangiste. 10 ans plus tard, ils retrouvent en phase 2, dans le camp adverse, leurs vieux ennemis. Et il y a toujours un parfum de revanche dans l'activité et l'action des ligues nationalistes.
L'antisémitisme. Alors vous le savez, le rôle de l'antisémitisme et sa diffusion dans le pays sont aujourd'hui controversés. Les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Donc, je ne vais pas ouvrir le débat, rassurez-vous, il serait beaucoup trop long. Il est évident que les idées de Dreyfus a joué contre lui, d'une façon qui reste à définir, sur laquelle on n'est pas d'accord. Mais rares sont ceux qui disent, comme paresse, je le cite, que Dreyfus soit un traître, je le déduis de sa race. Et plus rares encore sont ceux qui disent que Dreyfus, même s'il est innocent, eh bien, il faut le laisser là où il est. Mais incontestablement, l'affaire s'est nourrie d'antisémitisme et l'a alimenté en retour. Alors pour les mouvements antisémites, ce dont c'est le fonds de commerce, l'affaire est bien sûr une providence. Jusqu'au bout, ils vont combattre la révision avec un acharnement et une mauvaise foi que rien ne pourra entamer. Mais que représente-t-il vraiment? En réalité, bien peu de choses. La Ligue antisémitique, à l'époque antisémitique est l'adjectif, antisémite est le nom. La Ligue antisémitique de Jules Guérin est une véritable escroquerie politique. Guérin, qui a été escroc en affaires avant de faire la politique, et qui a un dossier judiciaire assez fourni, Guérin, donc, va aller jusqu'à revendiquer 90 000 adhérents. En fait, une estimation peut-être optimiste lui en accorde moins de 3 000. D'autant plus que Guérin est très vraisemblablement lié à la police. Le Fort Chabrol sera une comédie. Et son but, c'est non pas de combattre les Juifs, on ne sait même pas s'il est antisémite d'ailleurs, il dira à la fin de sa vie qu'il ne l'est plus d'ailleurs. Son but, c'est de soutirer de l'argent aux royalistes qui le payent. Les royalistes imaginent naïvement que Guérin a une ligue extrêmement puissante et que grâce à elle, ils vont pouvoir prendre pied dans les milieux populaires qui leur échappent beaucoup. Et donc Guérin touche des sommes extrêmement élevées en échange d'une action qui ne viendra jamais. À côté de lui, il y a la jeunesse antisémitique d'Édouard Dubuc, qui ne compte pas, c'est une bande de jeunes écervelés. Ils ne sont pas très nombreux, près de 300 environ, ils sont peu actifs et peu considérés. Le groupe antisémite de la Chambre, lui, compte entre 20 et 26 noms. Les listes qu'on a ne concordent pas entre elles, mais il ne compte pas et il disparaît avant la fin de l'année 98. En revanche, la libre parole d'Édouard Dumont, elle, a une vraie influence. Et c'est elle qui est l'un des principaux meneurs de l'antidreyfusisme de plume. Notez cependant que tous ces gens, la mouvance antisémite veut d'abord gagner de l'argent. C'est leur principal moteur. Et quand le marché va se resserrer, après 1900, eh bien, l'argent se raréfier. Et donc, ces gens-là vont se manger le nez avec un entrain extraordinaire. C'est à partir de 1901 que la libre parole va démolir, dans une campagne très documentée, Jules Guérin, en le présentant comme un mouchard lié à la police, comme un homme lié aux royalistes sans jamais rien leur donner en échange, et comme finalement le valet du gouvernement Waldeck-Rousseau. Notez que dans les antidreyfusards, beaucoup ne sont pas antisémites et même sont hostiles à l'antisémitisme. Un exemple, Camille Krantz. Camille Krantz, qui est député républicain de l'Est et qui est la mouvance Jules Ferry, si vous voulez, et qui est ministre de la Guerre en 1899. Et Krantz déteste l'antisémite et dans ses notes qu'il a consacrées à cette période, il raconte qu'il a été invité à l'hôtel de Lassay par Deschanel, président de la Chambre, et que malheureusement, Deschanel avait invité aussi Drummond et divers antisémites de marque. Et Krantz raconte « J'ai refusé de serrer la main à Drummond et de déjeuner à côté de lui ». Au total, l'antisémitisme purement politique, les groupes, la force politicienne, reste impuissant quand il bataille sous sa propre bannière seule. Il a besoin pour compter, et il compte dans ce cas-là, de se mêler à d'autres phobies, la haine des protestants, des francs-maçons, des socialistes, des parlementaires, des étrangers, etc. etc. C'est le bagage idéologique commun où puise une partie de la droite et une partie du nationalisme. Je dis bien une partie, parce qu'il y a des exceptions. Déroulette d'abord, qui a toujours dit « je ne suis pas antisémite ». Et deuxièmement, les orléanistes, une tradition libérale, parlementaire, héritée de Guizot et la monarchie de Juillet, et puis la Ligue de la patrie française sur laquelle je vais revenir. Donc le programme nationaliste, tel qu'il fonctionne, est une protestation, au début très invertébrée, contre le parlementarisme, contre les lacunes, d'ailleurs bien réelles, du régime en place, contre les situations socio-économiques.
Et il cristallise donc les frustrations de catégories pénalisées par la modernité, ou s'estiment-elles, soit un mécontentement profus, diffus, confus, mais qui, forcément, de ce fait, n'est pas mobilisateur sur la longue durée. Chez certains, il faut en venir là, peu nombreux mais résolus, l'antidreyfusisme permet d'exprimer une haine inexpiable pour la République et ce qu'elle représente, la démocratie, les droits de l'homme, le suffrage universel, la liberté individuelle, etc. Nul ne l'a mieux exprimé que Henri Vaugeois, dans la fameuse conférence du 20 juin 1899, celle qui va lancer l'action française, et il le dit, ce n'est pas à la chair, c'est à l'âme même de cette République que nous ne pouvons nous faire. Il existe donc un antidreyfusisme purement politique où l'affirmation de la culpabilité de Dreyfus n'est plus une fin en soi, mais le moyen d'attaquer les institutions et la République. Or, cet antidreyfusisme ne sera jamais capable de s'unifier, parce que ses principaux meneurs se détestent et poursuivent des buts différents, voire opposés. Déroulède veut réformer la République. Il ne veut pas la supprimer, il veut réformer le régime en renforçant le pouvoir exécutif dans un sens qui, en gros, préfigure assez ce que sera la République numéro 5. Drummond, lui, il veut persécuter les Juifs, c'est clair et net. Guérin, lui, il veut se remplir les poches. Quant à Rochefort, personne n'a jamais su ce qu'il voulait. Aussi, cette coalition n'a jamais pu convaincre les Français qu'elle représentait une alternative crédible au pouvoir en place. En 1902, cette coalition va perdre. Et ce n'est pas le pouvoir qui va gagner, c'est les adversaires qui vont perdre. Notez que cet antidreyfusisme politique peut aussi avoir un visage modéré et légaliste. C'est celui qui va faire le succès de la Ligue de la patrie française. Officiellement apolitique, la Ligue, donc, se limite à une opposition résolue à la révision du procès 94 au nom du patriotisme et de l'honneur de l'armée, mais elle va très vite dériver vers la politique politicienne. Venons-en au mobile personnel, car il compte. J'ai évoqué l'importance de l'argent dans le monde antisémite, mais c'est tout le nationalisme militant qui accorde une grande importance à ces questions financières. Et la Ligue des patries françaises, qui seule a de l'argent, va réussir, grâce à ça, à prendre la direction du mouvement. Tout un monde famélique, de camelots, de gros bras, chômeurs, commis, grouille autour de tiroirs-caisses. Et donc assume les menues besognes de secrétariat, services d'ordre, affichage, etc. Tandis qu'à un niveau plus élevé, l'argent compte tout autant, puisqu'au moment des législatives de 1902, certaines circonscriptions sont littéralement mises aux enchères. Ceux qui payent le plus est officiellement investi par la Ligue des partis françaises et conquise à coups de billets de banque. C'est par exemple le cas du millionnaire Archidéconne à Paris, dans le 1er ou le 2e arrondissement, j'ai oublié, excusez-moi. C'est les frères Castellane dans le Cantal. À coups de billets de banque, on peut encore se faire élire en France dans certains cas. L'ambition joue aussi. Le trio d'enseignants, Dosset, Siffeton, Vaugeois, ce sont les trois qui fondent la Ligue de la patrie française. Ils veulent, sincèrement, sans doute, combattre le dreyfusisme, mais ils veulent tout aussi sincèrement, et encore plus ardemment peut-être, échapper à un statut professionnel médiocre. Dosset et Siffeton sont agrégés, mais pas normaliens, et donc leurs chances de passer à l'université sont, dès lors, extrêmement réduites. Quant à Vaugeois, il a été bien admissible à l'agrégation, il ne l'a pas eu, et donc il est condamné à des emplois de prof de philo dans les collèges de sous-préfecture qui lui déplaisent fortement, et c'est un mauvais professeur, il est mal noté, j'ai vu son dossier, qui contient des rapports extrêmement accablants sur son comportement. Donc ces hommes-là s'engagent aussi pour obtenir mieux que ce statut d'enseignant, où leurs perspectives d'évolution sont extrêmement réduites. De même, Gaston Méry, qui est le bras droit de Drummond à Libre Parole, est un homme de lettres raté. Il a publié 2 romans, pas très bons, il faut reconnaître. Et c'est un journaliste très mal payé, car Drummond paye très mal ses subordonnés. Et l'affaire lui permet d'évoluer, lui permet d'abord de se faire élire conseiller municipal de Paris, et il va se rêver en successeur de Drummond, qui le nomme secrétaire de rédaction de la Libre Parole, et qui lui laisse entendre que, à ma mort, c'est vous qui me succéderez.
Malheureusement pour Méry, il va mourir avant Drummond. Donc, au plus habile, l'antidreyfusisme va apporter des emplois dans le journalisme, des emplois aussi permanents dans les partis, et des mandats électoraux. Et c'est lui qui va maintenir l'opposition farouche à la révision d'abord, puis à la réhabilitation, et encore après 1906, à la protestation contre la révision. Joue aussi la prudence, euphémisme pour en lâcher dans quelques cas, bien sûr. Les députés craignent leurs électeurs et les journaux craignent leurs lecteurs. Fin 97, début 98, de nombreux députés qui votent les mesures hostiles au dreyfusisme sont parfaitement conscients des vices du procès de 94. Mais ils ne veulent pas compromettre leur réélection. Les élections vont avoir lieu au printemps 98. Et Joseph Reynac l'a noté à propos de la séance du 4 décembre 97, je le cite, plusieurs députés, plusieurs avaient le rouge au front, votaient quand même. Je m'associe, me dit l'un d'eux, à la lâcheté générale. De même, selon Péguy, Jaurès se plaint de ses propres amis. Je cite Péguy, faisant dire à Jaurès « Ils me mangent, ils me dévorent. Ils ont tous peur de n'être pas réélus. Ils m'arrachent les pans de mon habit pour m'empêcher de monter à la tribune. » Et vous savez qu'en décembre 97, le Figaro devra cesser sa campagne pour la révision devant la campagne de désabonnement qui est en train de mettre ses finances en péril. Et puis enfin, dans les mobiles, reste le mystère des équations personnelles. Si l'engagement de Barrès n'étonne que Léon Blum franchement, n'avait pas compris les déracinés qui étaient parus peu avant l'affaire. On s'étonne de certains autres engagements. Forain, par exemple. Pourquoi s'engage-t-il dans l'antidreyfusisme alors qu'il méprise cordialement ses meneurs et que tout l'appelle dans le camp d'en face? C'est que chacun doit se promener, se prononcer avec sa propre personnalité, avec son milieu, son parcours, son bagage, et puis aussi, on oublie un peu trop, avec l'information dont il dispose et qui n'a pas été la même pour tout le monde. Alors, à la variété des motivations correspond celle des comportements. En gros, il y a deux grandes attitudes. Pour les plus motivés, empêcher la révision est une cause sacrée. Un objectif est vital. Pour la grande majorité, c'est une question importante, mais parmi d'autres. Pas plus peut-être que l'impôt sur le revenu ou le scrutin de liste. Seul le risque supposé de guerre lui donne un caractère de gravité qui va d'ailleurs peu à peu décroître. Donc dans l'ensemble, l'opinion va rester calme et assez passive. Seul Jacques provoque quelques troubles dans le pays. Quand le pays aura la parole, pour de bon, c'est-à-dire au moment des élections de 98 et 1902, il va rester fidèle à ses préoccupations et à ses clivages ordinaires. Les élections ne se feront pas sur l'affaire Dreyfus, mais sur les enjeux accoutumés, beaucoup plus importants aux yeux de l'électeur. Alors, jusqu'où est-on prêt à aller pour empêcher la révision? Quel engagement peut-on prendre? Alors, la grande majorité des Français n'a pas envie d'aller très loin. Et au pied du mur, les extrémistes ne sont jamais qu'une très petite minorité. Au niveau le plus modeste, l'engagement le plus simple, c'est de lire un journal notoirement anti-Dreyfusard, libre-parole ou intransigeant, dont, je le signale, la diffusion en dehors de Paris est extrêmement très restreinte. Le seul grand journal qui irrite toute la France, c'est le Petit Journal, qui est anti-Dreyfusard d'ailleurs. Je n'entre pas dans le débat sur l'influence de la lecture sur le lecteur. On peut ensuite participer à une souscription, et on pense bien sûr au fameux monument Henri. C'est un passage à l'acte beaucoup plus significatif, mais quand même qui est limité par le fait que la majorité des souscripteurs restent courageusement anonymes. On peut aussi adhérer à un mouvement. C'est là un engagement encore plus convaincu, mais là aussi, l'engagement, l'adhésion prend des formes très diverses. On adhère très facilement à un groupe anti-Dreyfusard, voire à plusieurs en même temps d'ailleurs, mais on en sort tout aussi facilement. Nous sommes avant la loi de 1901, qui va obliger peu à peu toutes les associations à doter de statuts et de structures fortes. À l'époque, il n'y a pas de telles obligations légales, et donc souvent, il n'y a même pas de registre d'adhésion et de membres, ni même d'administration sérieuse. Ce qui explique qu'il y a un fort absentéisme d'abord. J'ai beaucoup étudié et lu les comptes rendus de réunions dressés soit par la police, soit par des mouchards, et on est frappé du nombre de réunions qui n'attirent qu'un nombre réduit d'adhérents, surtout quand l'actualité stagne un peu.
Le cas de la partie française est tout à fait éclairant. Quand elle est créée en janvier 1999, c'était un enthousiasme général, un raz-de-marée d'adhésion de très illustres personnes, une quarantaine, par exemple, de professeurs d'université qui prouvent que tous les intellectuels ne sont pas dreyfusards. Dès que la Ligue révèle son vrai visage, qui est beaucoup moins apolitique qu'elle ne le prétendait, beaucoup vont la quitter pour ne pas se compromettre. Enfin, il faut distinguer l'adhérent de base, plus ou moins assidu, et puis l'adhérent motivé, celui qui participe réellement aux activités du groupe. Réunions, meetings, manifestations, campagnes électorales, etc. Et parmi ces derniers, seule une infime minorité semble prête à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la violence, jusqu'au coup d'État. En fait, la catharsis du jeu politique ordinaire, la liberté de parole illimitée qu'elle autorise, semble suffire à désarmer les principales agressivités. Tout au long de l'affaire, les antidreyfusards vont tenir des meetings incendiaires. Les orateurs vont appeler à l'insurrection. Ils vont annoncer l'émeute torrentielle, imminente, sous l'applaudissement frénétique d'un public chauffé à blanc et de spectateurs qui ensuite rentrent sagement à la maison et paient leurs impôts en bons citoyens qu'ils sont. À l'heure de l'action, quand Deroulède va tenter un coup d'État, il n'a avec lui que des effectifs dérisoires, moins de 400 ligueurs, qui d'ailleurs, pour la plupart, ne sont même pas armés. Donc, il faut se méfier d'un effet d'optique. L'antidreyfusard activiste, certes, compense son infériorité physique par une activité inlassable. Un vacarme médiatique incessant. C'est lui seul qu'on voit, c'est lui seul qu'on entend, c'est lui qui, après chaque défaite dans l'évolution du dossier judiciaire, reconstruit en hâte, avec un talent qu'il faut presque saluer, un nouvel argument opposable, la légende des aveux, par exemple, ou le faux patriotique. Notez également que, sauf la Ligue des patries françaises, les mouvements antidreyfusards n'ont d'activité, voire d'existence, qu'en région parisienne. Quand le pouvoir va chercher, en septembre 1999, des comités de province, il faut gonfler le dossier du complot en haute cour, qui est un peu mince, et donc la chancellerie ordonne à tous les parquets de trouver des comités locaux à poursuivre et à condamner. Eh bien, on ne trouve rien d'abord dans les 2 tiers des départements. Et dans le dernier tiers, les parquets doivent bricoler, je crois que c'est le mot qui convient, bricoler des dossiers d'accusation parfaitement vides, dont une bonne partie se termine par un classement sans suite ou un acquittement. Un rapide coup d'œil aux divers groupes à Paris va confirmer cette faiblesse générale de l'antidreyfusisme politique et activiste. Je ne reviens pas sur le néant de l'antisémite. Un mot sur la Ligue des Patriotes, qui, de son renouveau en septembre 1998, tard donc dans l'affaire, jusqu'à l'arrestation de ces meneurs, le 12 août 1999, est vraiment le fer de lance de l'activisme antidreyfusard. Elle seule a un vrai chef, Deroulède, elle seule a un objectif cohérent, des effectifs capables ponctuellement de faire masse et un semblant, je dis bien un semblant d'organisation. Apparence très trompeuse en effet. Dès que Deroulède s'absente, et il le fait souvent car il est souvent malade à l'époque, la Ligue est paralysée et n'agit plus. Ces effectifs n'ont pas l'ampleur que les contemporains, puis les historiens, lui ont reconnu, on dira, jusqu'à 30 000 membres dans la moitié à Paris. C'est contredit par toutes les données partielles que l'on possède. Une fourchette de 15 à 18 000 ligueurs, dont environ 10 000 à Paris, paraît un maximum. Mais ça suffit. Ça suffit à faire de la Ligue des Patriotes, de très loin même, le plus puissant, le plus actif des mouvements antidreyfusards. Alors, Deroulède a beaucoup vanté l'organisation, la discipline de sa Ligue. À l'examen, il prend ses dires pour des réalités. Une partie des arrondissements parisiens, la quasi-totalité des communes de la banlieue ont des comités peu fournis, peu actifs et peu durables. Ailleurs, le fonctionnement est correct en période de crise, quand l'actualité dope les énergies. Dès que l'accalmie se fait, tout retombe comme un soufflet. Dans le meilleur des cas, Deroulède peut concentrer 3000 personnes à la Concorde, quand l'actualité, encore une fois, soulève l'émotion, mais pas plus. Et ces rassemblements sont marqués par la pagaille qui règne, c'est bien visible, en octobre 1998. Et beaucoup viennent pour protester, non pour faire la révolution. La force militaire de la Ligue des Patriotes a été totalement surestimée. Quant à la Ligue de la patrie française, elle fonde sa puissance sur l'argent qu'elle a, elle en a beaucoup, et ses effectifs. Elle seule, je vous l'ai dit, s'implante en province et a connu un vrai succès. Bien sûr, l'élan initial de 1999 a été réel.
Pas 100 000 membres comme la Ligue l'a dit, 40 000 paraît déjà un beau résultat, mais la décrue a été immédiate. Les modérés refusent de soutenir Déroulède et les violents, et les enragés, Maurras, Vaugeois, vont quitter très vite une ligue trop inactive et fonder ce qui va devenir l'Action française. Ce n'est qu'à partir de la fin de l'année 99 que la Ligue de la patrie française, la LPF comme on dit, seule rescapée de la répression policière d'août 99, se retrouve seule en première ligne et se relance et se dote d'un comité d'auprès dans une partie des départements, pas tout loin de là. Une estimation chiffrée est quasi impossible. Disons 200 000 adhérents est un maximum probablement optimiste, si on en juge par l'effondrement rapide qui suivra. Autre mouvement antidreyfusard, les royalistes. Très découragés, ils vont jouer un rôle très subalterne dans l'antidreyfusisme activiste. Certes, ils payent Guérin, grassement d'ailleurs. On s'imagine encore une fois que Guérin va ramener le prétendant au pouvoir. Mais ils n'ont aucune activité propre. Ils créent la Ligue de la Défense nationale en novembre 1998 pour entrer dans la coalition nationaliste, mais c'est un simple sous-marin qui n'a qu'une audience confidentielle. En outre, encore une fois, contrairement à l'image reçue, le monde royaliste est beaucoup plus divisé qu'on ne pense sur la culpabilité de Dreyfus. Je ne dirais qu'un mot des bonapartistes, encore plus en mauvais point que les royalistes. Ils sont totalement inactifs. En plus, le prince Victor, le prétendant, est sans doute in petto, sans l'avouer trop, il est dreyfusard. L'impératrice Eugénie également, Léon Blum le dit dans ses souvenirs. Et les bonapartistes les plus militants vont militer, mais dans les ligues nationalistes, pas dans leur propre parti. La droite ralliée, elle, reste inactive, encore que ses organes, comme la Croix, on a eu des exemples tout à l'heure, fulminent volontiers contre les dreyfusards. Même la très rumante Union nationale de Bégarnier, qui est un mouvement d'apostolat catholique en milieu ouvrier, va éviter de se mêler après 1998 aux manifestations les plus violentes. Au total, la droite est incapable de profiter à la situation et de compter vraiment dans le combat antirévisionniste. Quand un dernier mot sur les rochefortistes, Rochefort vieillit mal en plus, et ceux qu'on appelle à l'époque les socialistes nationalistes ne sont plus qu'une poignée. Au printemps 1998, ils se réunissent dans le Parti républicain socialiste français, qui n'a ni effectif ni activité, et qui ne fait plus parler de lui après les élections de 1902, et j'en dirais autant de la minuscule jeunesse blanquiste. Alors, cette revue au grand galop, pardonnez-moi d'être aussi rapide, de l'antidreyfusisme politique donne une image finalement très modeste de celui-ci. Il est divisé sur ses fins comme sur ses moyens. La branche activiste n'existe qu'à Paris avec des effectifs limités et souvent plus protestataires que révolutionnaires. En province, les comités de la Ligue n'existent que dans un département sur deux, estimation approximative, avec un rôle purement électoral. Cela explique que la grâce de Dreyfus puis sa réhabilitation ne va rencontrer finalement aucune opposition réelle en dehors d'articles de discours sans surprise et attendus. Un dernier mot est sur les évolutions internes. Tout au long de l'affaire, le camp anti-dreyfusard subit des évolutions qui vont l'affaiblir. La première, bien sûr, c'est l'évolution du dossier judiciaire. Ceux qui étaient anti-dreyfusards de bonne foi vont être ébranlés par les aveux d'Henri, par l'enquête de la Cour de cassation, par les débats du procès de Rennes, et beaucoup vont abandonner une cause qui paraît de moins en moins solide. Mais deux autres changements vont intervenir pour miner le terrain anti-dreyfusard. D'abord, tout en condamnant la révision, beaucoup de Français n'approuvent pas les moyens violents utilisés pour la combattre. La tentative de coup d'État de Déroulède va être unanimement condamnée par la classe politique. Et dès lors, un divorce va s'établir entre les activistes et le reste du pays qui ne veut pas entendre parler de révolution. Deuxièmement, le flot de révélations. L'étalage public de ces prétendus secrets terrifiants et menaçants pour la paix finit par montrer que le prétendu danger de guerre n'existe absolument pas, que la fameuse nuit historique du général Mercier est une fable et qu'il n'y a finalement aucun danger réel à faire la révision. Et cette considération, peut-être pas très noble, pas très juridique, a sans doute beaucoup compté, plus peut-être que la vérité, pour faire accepter le dénouement de l'affaire. Toutefois, le bilan de l'antidreyfusisme militant n'est pas négligeable. Il a quand même réussi d'abord à occuper, voire à saturer l'espace médiatique. Il a su embrouiller et compliquer le dossier judiciaire, il a su retarder la révision et la rendre incomplète et quand même assez décevante.
Il a imposé la loi de dessaisissement et il a remporté les municipales parisiennes en 1900. Les agités ont eu quand même, et au total, un vrai pouvoir de nuisance qui devait beaucoup à l'appui tacite d'une partie de l'opinion. Car la masse antidreyfusarde passive a quand même joué un rôle important. Elle a longtemps conféré une légitimité aux activistes et les a confortés dans leur combat. De même, c'est la crainte de l'opinion publique, rappelée durement par Gallifet, qui fait reculer Waldeck-Rousseau quand, à la fin du procès de Rennes, il songe à faire casser le verdict condamnant Dreyfus. Et puis, vous le savez, le pays va se lasser de l'agitation. Il veut le retour au calme et il va se détourner des activistes dont le procès en haute cour va se dérouler dans l'indifférence générale pour le Dreyfusard moyen. L'affaire s'est terminée à Rennes et il n'est pas question de la rouvrir. Je voudrais redire pour conclure combien la mémoire se trompe en assimilant tout l'antidreyfusisme à sa version la plus violente. L'équation antidreyfusisme égale nationalisme est fausse, comme est excessif son corollaire habituel, nationalisme égale antisémitisme. L'opinion publique a été majoritairement antidreyfusarde, mais de manière passive, dépolitisée, et sans faire de cette question un enjeu majeur, mettant en cause les fondements de la société. On peut regretter ce constat, qui est pas très glorieux sans doute, on ne peut, je crois, guère le récuser. De même, il faut regretter, mais admettre que, sauf exception, la classe politique, les autorités morales du pays ont gravement manqué à leur devoir qui était d'éclairer l'opinion. Leur abstention a laissé l'affaire, l'a abandonnée à la presse, pour le meilleur, mais aussi souvent pour le pire. Aux activistes, l'antidreyfusisme a permis de s'imposer, d'entrer définitivement dans le jeu politique. C'est avec l'affaire que le mot nationalisme, entre dans l'usage courant et se charge d'un contenu idéologique mis en forme par Barrès et Maurras. Alors si le premier va tirer assez vite un trait sur l'affaire, n'en parlant plus que pour la forme, le second n'en sortira jamais, vous le savez, parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour le procès inlassable qu'il a intenté au régime. Mais même vaincu, cet antidreyfusisme-là est et restera sans doute éternel. Merci pour votre attention.